Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Patrick Simon, consultant, installé au Maroc depuis 47 années et en tant qu'opérateur touristique à Tata depuis 2010, avec des projets pilotes touristiques pour le développement économique en associatif en qualité de président de l'AMDJJB, Association marocaine de développement du géoparc Belbani, autorisée depuis avril 2014. Aussi, je remercie les organisateurs pour cette invitation dans le cadre de cette 5e édition de l'association L'Ombre de l'Argan, et tout particulièrement son président, le Dr Boubaker, ainsi que le président de la commune de Bouizarkane et les autorités locales, bien entendu. Aussi vais-je vous entretenir de la coopération Sud-Sud qui se trouve au cœur de la politique étrangère marocaine depuis 2 décennies. Une vision du royaume telle que portée par Sa Majesté le Roi, qui s'inscrit dans un schéma construit autour des notions de développement durable, de solidarité sud-sud, renforcée de fortes dimensions humaines et sociales. Aussi, bien que le Maroc soit le premier investisseur africain dans les zones de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, il ne demeure qu'au 45e rang d'un partenariat commercial avec l'Afrique subsaharienne. La coopération sud-sud avec les pays de l'Afrique constitue un acte prioritaire de la politique étrangère du Maroc. Cet engagement politique se traduit à très haut niveau de l'État par les actions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui vise à plaider pour une solidarité agissante en faveur de l'Afrique subsaharienne, en valorisant le secteur de l'environnement, qui offre également de nombreuses opportunités en matière d'investissement et de création d'emplois, notamment à travers les métiers verts. C'est en ce sens que des accords ont été signés avec les pays africains et avec les pays subsahariens. La consistance de ces accords porte essentiellement sur l'échange d'expériences, le transfert de savoir, l'assistance technique ainsi que le développement de projets dans les différents domaines de l'environnement, notamment l'évaluation environnementale, la gestion des ressources naturelles, la lutte contre la pollution de l'air, la gestion et la valorisation des déchets, des produits chimiques, etc. et bien d'autres. La politique marocaine envers l'Afrique n'est pas d'aujourd'hui. Pour exemple, dans son discours du trône du 30 juillet 2004, Sa Majesté le Roi Mohamed VI définissait le besoin de renforcer les relations avec l'ensemble des pays africains frères pour faire aboutir l'initiative du NEPAD. Puis dans son discours du 6 novembre 2016 à Dakar, à l'occasion du 41e anniversaire de la Marche verte de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, définissait que la politique africaine du Maroc ne se limite pas à l'Afrique occidentale et centrale, cherchant ainsi une portée continentale, englobant toutes les régions de l'Afrique, y compris celles avec les États d'Afrique de l'Est, qui n'étaient pas suffisantes, non pas par négligence ou par omission, mais pour des raisons objectives comme la langue, l'éloignement géographique et les différences de patrimoine historique. Le Maroc s'est ainsi engagé depuis son indépendance dans la voie du raffermissement de ses relations historiques avec l'ensemble des pays africains. La politique étrangère marocaine fut marquée dès le départ par l'appui résolu et solidaire du Maroc à la lutte de libéralisation des pays africains du joug colonial et par la consolidation de l'unité africaine qui s'est particulièrement illustrée par la création de l'Organisation de l'Unité africaine dont le Maroc figure parmi les fondateurs. Les multiples visites royales effectuées par Sa Majesté, le roi Mohamed VI, depuis son intronisation à de nombreux pays africains, ont créé une nouvelle dynamique dans les relations avec ces pays frères et ont donné une forte impulsion à la coopération sud-sud. Ces visites royales ont ponctué une série d'accords de coopération dans des domaines du développement économique, technique, social, culturel et humain, tels que la lutte contre la pauvreté et les maladies, l'agriculture et l'agroalimentaire, les pêches, l'éducation et la formation, la gestion de l'eau et l'irrigation, les infrastructures de base et l'aménagement urbain, les technologies de l'information, la culture et le tourisme, la gestion financière et les banques, et bien d'autres choses. Une dynamique royale en Afrique qui se décline par 52 visites royales en 29 pays africains, avec 1 millier d'accords signés depuis 1999, et une politique migratoire humaine actuelle ayant permis de régulariser environ 50 000 subsahariens depuis 2014. Lancement de projets africains structurants, le dernier en date étant celui du lancement du gazoduc Maroc-Nigeria, renforcement du positionnement du Maroc sur l'échiquier
institutionnel africain avec la COP22 et l'accord de Paris, le premier sommet africain de l'action pour le climat en marge de la COP22 à Marrakech et la réintégration du Royaume du Maroc à l'Union africaine et accord d'adhésion du Royaume du Maroc à la CEDEAO. Aussi, je rappellerai ici l'importance de la coopération sud-sud. En tant que nouvelle forme d'architecture de l'aide plutôt éloignée du modèle traditionnel nord-sud, soutenue également par les organisations de la société civile, à considérer comme des acteurs importants dans le renforcement de la coopération sud-sud. La coopération sud-sud vise ce en quoi le Maroc s'attache tout particulièrement, au respect du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures, l'égalité entre les partenaires en développement et le respect de leur indépendance, de leur souveraineté nationale, de leur diversité et identité culturelle et des contenus locaux. Elle joue ainsi un rôle important dans la coopération internationale au développement et complète utilement la coopération nord-sud. Elle peut être définie comme un échange de connaissances et de ressources dans les domaines politiques, économiques, environnementaux, sociaux, culturels ou techniques entre les gouvernements, les organisations et les individus des nations en développement. Elle est basée sur la réalisation d'objectifs approuvés internationalement en matière de développement, comprenant notamment les objectifs du millénaire pour le développement. Je ferai ici les rappels nécessaires sur les définitions des coopérations bilatérales et multilatérales, définissant que les rapports sur les initiatives de coopération sud-sud et triangulaires démontrent qu'elles ne sont pas suffisamment documentées et partagées par ceux qui le méritent, ceux qui le mettent en œuvre, bien que souvent considérées comme trop similaires. Ce qui a incité le Maroc à réagir est en considérant que tous les informateurs clés et les partenaires internationaux du développement participant déjà de telles initiatives considèrent cette coopération comme un modèle qui n'a pas besoin de supplément de preuves. Que d'autres plus critiques ont des préjugés demeurant parmi les partenaires du développement, affirmant préférer apprendre à partir de modèles ou de solutions du Nord plutôt qu'en suivant des pays pairs. Une définition acceptée au niveau international de la coopération sud-sud et de la coopération triangulaire qui fait défaut, l'insuffisance de clarté des concepts, l'absence d'orientation politique précise sont autant de contraintes pour un soutien structuré global de la coopération sud-sud et de la coopération triangulaire. La relative faiblesse de la mesure des performances dans les programmes de coopération sud-sud est due à leurs caractéristiques à court terme, étant fondées sur une logique itérative, flexible d'apprentissage progressif. Il souligne l'apprentissage mutuel et le renforcement des capacités plutôt que les résultats directement attribuables. Cependant, et tous le confirment, elle permet aux pays en développement de promouvoir leur autonomie et de consolider leurs liens économiques. Rappelons les divers types de coopération avec les Nations Unies, avec l'Organisation internationale du travail, l'ECOSOC, la PNUD, le Forum pour la coopération du développement des Nations Unies, la Banque mondiale encourage et contribue activement à la coopération sud-sud. Les organisations de la société civile dans la mise en œuvre de la coopération sud-sud, telles que par exemple la GIZ pour ce qui est de l'Allemagne, rappellent de quelques critères de la coopération Maroc-Afrique. C'est dès 1970 que les commissions mixtes ont été créées pour organiser et gérer la coopération bilatérale dans l'ensemble des domaines concernés par les accords, les conventions et les protocoles. Le Maroc et les pays africains ont ainsi opté pour la création et la réactivation des commissions mixtes pour consolider la base juridique. Ces commissions ont créé un climat favorable pour des consultations bilatérales périodiques, l'augmentation des échanges commerciaux et d'investissements, le renforcement de la coopération et l'échange d'expériences dans les domaines techniques, culturels, sociaux et humains. Aussi, entre 1973 et 1987, 63 accords de coopération ont été signés entre le Maroc et 17 pays africains, tels que la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Zaïre, le Gabon, Nigeria, Guinée, Guinée équatoriale, Comores, Togo, Tchad, Mali, Gambie, Cap-Vert, Libéria et Niger et la République centrafricaine. Ces accords portèrent sur des domaines culturels, scientifiques et techniques, commerciaux, du transport aérien, du transport maritime, des postes et télécommunications, financiers, de la marine marchande et du tourisme,
de l'investissement, de l'agriculture et de la fonction publique, de la santé, des routes et des chemins de fer, de la formation professionnelle et de l'habitat. Depuis 1996, l'accroissement notoire de la création des commissions mixtes a contribué au renforcement des liens de coopération entre le Maroc et son espace africain. Cette coopération est actuellement régie par un cadre juridique comportant quelques 478 accords, conventions et protocoles. Des dispositifs institutionnels tels l'Agence marocaine de coopération internationale, la MCI, et les comités économiques régionaux, les CER. Par ailleurs, le Maroc ne ménage aucun accord pour défendre les intérêts de l'Afrique auprès des autres pays et groupements régionaux et au sein des organisations internationales. La diplomatie marocaine, il faut le rappeler, a toujours œuvré dans le but de placer la question du développement du continent africain au centre des préoccupations de la communauté internationale, notamment au sein des instances de l'ONU et de ses agences spécialisées. Une coopération marocaine avec l'Afrique dans le domaine de la gestion et de la migration et le développement, historique de la migration marocaine en Afrique démontre qu'une migration très ancienne date du XIXe siècle, avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire et quelques exceptions avec d'autres pays subsahariens. Une modalité de la coopération migratoire engagée avec une forte présence des MRE en qualité de résidents. Le Maroc a visé ainsi à la préservation des droits des MRE et leur intégration dans ces pays, opération valable d'ailleurs aussi bien pour les étrangers résidant au Maroc avec les principes de réciprocité. Le ministère, par son expertise et son savoir-faire dans la gestion des politiques migratoires, est de plus en plus sollicité par des pays africains et du Sud, amis et frères du Maroc. À cet effet, plusieurs accords, 5 de coopération dans le domaine de la gestion des politiques migratoires ont été signés et 7 sont en cours de mise en œuvre en attente de signature. Une coopération marocaine avec Fondation des Trois Cultures qui, depuis 2010, favorise la communication et la sensibilisation sur l'importance de la thématique du vivre ensemble. Le Maroc pour la résolution de la pauvreté, l'édition 2022 du rapport sur la pauvreté et la prospérité partagée propose la première analyse approfondie de l'impact de la pandémie sur la pauvreté dans les pays en développement. La pandémie de Covid-19 est survenue et avec elle des conséquences dévastatrices. L'objectif 2030 d'élimination de l'extrême pauvreté apparaît de plus en plus inatteignable. Près de 7% de la population mondiale, c'est-à-dire environ 574 millions de personnes, continueront probablement à vivre dans l'extrême pauvreté en 2030. C'est plus du double des 3% nécessaires pour atteindre cet objectif. Aussi, dans une géopolitique perturbée, le Maroc, fort de ses échanges partagés, définit de prendre conscience des freins à éliminer pour une meilleure coopération touristique en Afrique du fait que, malgré une diversité exceptionnelle de paysages, de faune, de flore et de culture, le continent demeure la destination touristique la moins prisée du monde. En 2022, l'Afrique a enregistré le plus faible taux de visite des 5 continents, bien que le tourisme en Afrique a un énorme potentiel de transformation et de croissance inclusive et intégrée. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, le nombre de visiteurs internationaux comptabilisés dans le monde en 2019 était de 1,5 milliard de personnes pour un chiffre d'affaires de 1 700 milliards de dollars. L'Afrique n'a généré que 60 millions de touristes internationaux pour un chiffre d'affaires de 38 milliards de dollars. L'OMT considère que le tourisme, comme un vecteur de croissance économique, fait valoir la nécessité de placer le tourisme au premier plan comme important pourvoyeur d'emplois, fait valoir la nécessité d'une croissance responsable en faisant une place au tourisme dans les politiques de développement mondiaux, en lui assurant une plus grande reconnaissance politique pour réaliser le programme de 2030 et ses 17 objectifs de développement durable. Nous avons ainsi à reconsidérer les chiffres de 2019 qui définissent une croissance de plus 9% pour l'Afrique du Nord et de 1,5% pour l'Afrique subsaharienne pour considérer les efforts restant à faire. Aussi devons-nous nous pencher sur l'importance que nous avons apportée aux freins qui impactent nos capacités de développement touristique africain en ce qui concerne particulièrement les visas comme premier obstacle,
la cherté des billets, dépendant des compagnies privées étrangères, l'autre défi des infrastructures d'accueil, le manque d'infrastructures adaptées, représente aussi un défi que les pays africains doivent relever s'ils veulent véritablement voir leur secteur touristique décoller. Au-delà des hôtels, des infrastructures physiques de base telles que des aéroports bien développés, des ports et réseaux routiers et de chemins de fer, l'accès à des infrastructures de soutien telles que l'assainissement, l'approvisionnement en eau potable et en électricité et les télécommunications sont nécessaires pour assurer le confort des touristes et assurer l'attrait touristique du pays. Pour exemple, le Rwanda, qui s'est engagé avec la modernisation de ses infrastructures aéroportuaires en 2017, a recueilli ainsi plus d'1 million de touristes qui ont généré un revenu de 438 millions de dollars. Pour une prise de conscience que l'Afrique représente un potentiel gigantesque, pour des millions d'Africains, le tourisme est une bouée de sauvetage. Son potentiel pour la transformation et la croissance inclusive doit être exploité. Plusieurs secteurs comme les transports, la restauration, les services et l'agriculture sont concernés. Pour atteindre ces belles perspectives, les nations africaines, au-delà de la révolution de leurs défis réglementaires et infrastructurels, devront également se donner les moyens de tirer le meilleur des richesses naturelles dont elles disposent. De belles opportunités d'affaires se dessinent avec la savane d'Afrique, l'écotourisme en forte croissance dans le monde. À travers l'écotourisme, sous-secteur dynamique du tourisme associé à la protection de l'environnement, l'Afrique a le potentiel pour contribuer au développement du tourisme durable. En raison d'une riche diversité des paysages naturels, d'une faune sauvage et des zones protégées sur le continent, les pays africains ont un avantage concurrentiel qui, correctement exploité, peut contribuer à faire d'eux the place to be au cours des 10 prochaines années. Le continent peut aussi surfer sur son histoire et la culture de ses nombreux peuples. Le tourisme culturel pourrait influer sur les marchés comme celui de l'artisanat, des arts, de la scène et la musique. Il pourrait enrichir les opportunités économiques pour les artisans locaux, semi-qualifiés et non qualifiés du secteur informel. Le tourisme médical, un véritable atout. Tunisie, Afrique du Sud, Maroc s'y sont déjà investis. Trekking et le rafting, des aventures à forte sensation, sont des niches encore peu exploitées sur le continent, bien que certains pays comme l'Afrique du Sud, la Tanzanie ou la Zambie l'ont déjà adopté, et elles proposent divers services comme la chasse au grand gibier, le trekking, le rafting, reste encore beaucoup à exploiter. La Côte d'Ivoire, qui a visé le tourisme d'affaires et qui se retrouve en ce sens à la 3e place des villes africaines. Les volontés de Sa Majesté le Roi, après le retour du Maroc sur la scène africaine, définit un besoin de souverainisme africain pour répondre aux influences de la géopolitique présente. Nous conclurons et nous constaterons que la coopération sud-sud entre le Maroc et ses partenaires africains, quoique multidimensionnelle, reste largement sous-exploitée. Des efforts sont à fournir, notamment au niveau économique, culturel, touristique, afin de développer ce partenariat en accompagnement de la diplomatie marocaine initiée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. D'un point de vue économique, il s'agit de favoriser par ces coopérations la promotion des investissements en Afrique à travers, d'une part, des partenariats permettant les systèmes d'accompagnement des investisseurs et de veille commerciale par rapport au gisement d'opportunités qu'offre le continent africain, et d'autre part, en favorisant des partenariats stratégiques et en synergie entre les PME marocaines et celles africaines, dans un esprit de partage, de savoir-faire et de rentabilité commerciale. Par ailleurs, il importe de développer des infrastructures aériennes, terrestres et maritimes entre le Maroc et ses partenaires africains, afin de faire valoir culture et tourisme continental africain, d'assouplir le cadre juridique régissant ces relations commerciales bilatérales et multilatérales afin d'aboutir à ce partenariat sud-sud plus dynamique, et sur le point culturel, l'internationalisation de l'enseignement supérieur marocain en Afrique subsaharienne, à domicile et à l'étranger, qui, rappelons-le, a déjà, avec des échanges de 15 000 étudiants au sein des universités marocaines, pu conclure à la création de véritables ambassadeurs entre l'Afrique, le Maroc, et dans un cadre d'esprit sud-sud. Enfin, je ne manquerai pas de vous rappeler qu'en Conseil des ministres de ce 18 octobre 2022,
Sa Majesté le Roi vient en ce sens de faire adopter des accords bilatéraux et multilatéraux supplémentaires tels que la Commission africaine de l'énergie, la réglementation du transport et transit par route entre les pays arabes, l'accord de siège avec l'Agence universitaire de la francophonie, et que ce 20 octobre, notre ministre des Finances, Nadia Aftah Alaoui, vient de définir toute la portée que la Casablanca Finance City sera amenée à consacrer au développement bilatéral Sud-Sud. Je vous remercie de votre attention.